En mai 1865, l'administration du Salon de Paris a dû faire venir des gardes armés. Pas pour protéger les visiteurs, pour protéger un tableau. Des hommes respectables, en haut de forme, ont tenté de percer la toile avec la pointe de leur parapluie. On allait jusqu'à dire que les femmes enceintes ne devaient pas la regarder, de peur que le choc ne leur fasse du mal. On a fini par accrocher la peinture si haut, au-dessus d'une porte, dans la dernière salle du bâtiment, qu'on distinguait à peine ce qu'elle représentait depuis le sol. Une femme nue, allongée, qui regarde droit devant elle. Regardons ensemble ce qui a pu provoquer une réaction aussi violente. À première vue, la scène semble simple. Une jeune femme à la peau très pâle est allongée sur un lit défait, les draps d'un blanc éclatant. Une servante à la peau sombre lui apporte un bouquet de fleurs. Un chat noir, le dos arqué, se tient au pied du lit. Rien sur le papier ne justifierait une émeute. Et pourtant, le regard de cette femme ne vous lâche pas. Il ne baisse jamais. C'est la première anomalie, et ce n'est que la première. Pour comprendre pourquoi cette toile a transformé une salle d'exposition en scène de panique morale, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a peinte, et le moment exact où il l'a peinte. Édouard Manet a 31 ans lorsqu'il compose ce tableau, en 1863. L'année précédente, son père est mort. Auguste Manet, magistrat haut placé, n'avait jamais accepté que son fils devienne peintre. De son vivant, il pesait sur chaque choix d'Édouard. Et avec cette mort, disparaît aussi l'autorité familiale qui pesait sur lui depuis des années. Elle apporte un héritage, et surtout, une liberté que le fils n'avait jamais connue. Quelques mois plus tard, en octobre de la même année, Manet épouse enfin Suzanne Nenoff, une pianiste hollandaise avec qui il vivait en secret depuis plus de 10 ans. Il n'a plus besoin de plaire à personne. Il peut peindre ce qu'il veut vraiment peindre. Et ce qu'il veut peindre, à ce moment précis, c'est une déclaration de guerre. Au printemps de cette même année, le jury du salon rejette son déjeuner sur l'herbe. Napoléon III ouvre alors le salon des refusés pour les œuvres écartées par le jury, un espace pensé pour calmer la polémique généralisée autour de tous les tableaux rejetés cette année-là. Manet y devient, presque malgré lui, le nom que tout Paris apprend à moquer. Humilié mais pas découragé, il décide de frapper plus fort encore. Il reprend l'ossature de la Vénus d'Urbain du Titien, le corps allongé, la servante en arrière-plan, l'animal au pied du lit. Mais il retire à cette structure son alibi mythologique. Il remplace la déesse par une femme de son époque. Une femme qui a un nom de rue, un prix, une adresse. On a longtemps raconté que Manet manquait simplement de talent, qu'il avait produit une copie ratée, plate et maladroite du chef-d'œuvre du Titien. Les critiques de 1865 parlaient d'une peinture inachevée, presque amateur. Mais regardez de plus près la construction de la lumière. La brutalité de cet éclairage n'est donc pas un défaut à excuser. C'est précisément l'endroit où Manet attaque la peinture académique. Il retire au nu ce qui le rendait acceptable, le velours, la brume, la distance protectrice du mythe. Il regarde vers les estampes japonaises, vers leurs aplats, leurs contours nets, leur refus de la profondeur illusionniste. Et il applique cette leçon avec une précision presque mathématique. Ce n'est pas un raté, c'est un geste conceptuel, calculé, pour démolir l'illusion et montrer la réalité crue du Paris moderne. Commençons par ce qui saute aux yeux en premier, le regard. Il ne cligne pas, il ne cherche pas à séduire, il évalue. Le peintre place littéralement le spectateur à la place du client qui vient d'entrer dans la chambre. Vous n'êtes pas devant une déesse mythologique protégée par des siècles de conventions. Vous êtes surpris, en flagrant délit, d'être exactement ce que vous êtes. Maintenant, la main gauche. Dans la tradition classique de la Vénus pudique, la main couvre le sexe par pudeur, avec douceur. Ici, rien de tel. Les doigts sont raidis, la main est pressée contre le corps avec une tension presque agressive. Certains chercheurs y voient un geste de blocage, de contrôle total sur l'accès à la marchandise, plutôt qu'un geste de honte. La femme ne se cache pas. Elle ferme la porte tant que la transaction n'est pas conclue. Descendons vers les pieds. Un chat noir, le dos arqué, la queue dressée, les yeux grands ouverts. Chez le Titien, à cette même place, dormait un chien, symbole ancien de fidélité conjugale. Ici, l'animal fidèle a disparu, remplacé par une créature associée, dans l'argot de l'époque, à l'indépendance féminine et à l'amour vénal. À ce moment-là, le tableau n'est déjà plus une simple scène de nudité. C'est une scène de remplacement. Le chien du mariage devient le chat du commerce. La déesse devient une femme payée, et le spectateur devient celui qui vient d'entrer. Regardez maintenant la fleur piquée derrière l'oreille. Les historiens eux-mêmes ne s'accordent pas sur son espèce exacte, et c'est peut-être révélateur en soi.
Si l'on y voit un camélia, l'écho avec le roman à succès d'Alexandre Dumas fils devient presque impossible à éviter, cette fleur qui, dans la fiction, signale la disponibilité d'une femme entretenue. Si c'est plutôt une orchidée, le signe se déplace ailleurs, vers la sexualité affichée, vers l'artifice, vers une fleur portée comme un signal plutôt que comme une citation littéraire précise. Et le bouquet que la servante apporte n'est pas cueilli dans un jardin. Il est enveloppé dans du papier journal, comme une marchandise achetée à la sauvette dans une rue de la capitale. Ce n'est pas une offrande romantique, c'est une transaction commerciale emballée comme un colis. Il y a encore ce ruban noir, fin, presque invisible, noué autour du cou. Une simple perle y est accrochée. Zoomez sur ce cou. La ligne noire ne décore pas seulement la peau, elle la coupe. Un historien, T.J. Clark, a souligné que ce ruban fragmente visuellement la femme, comme si le corps fonctionnait, sous nos yeux, comme un objet distinct de la personne. Le regard appartient à quelqu'un. Le corps, lui, semble appartenir à une transaction. Sur la jambe gauche, une mule glisse déjà à moitié du talon. La jambe droite, elle, reste entièrement nue. Dans l'argot parisien de l'époque, le mot désignant cette pantoufle servait aussi à qualifier, avec mépris, une femme de mauvaise vie déjà usée par le métier. Un tel jeu de mots, glissé dans un détail aussi discret, n'a rien d'un hasard de costumier. Chaque objet, sur ce lit, semble porter double sens. Et pourtant, le détail le plus intime du tableau n'est ni le corps, ni le chat, ni les fleurs. Il est accroché au poignet. Mais avant d'y arriver, il faut regarder un dernier objet, celui qui a longtemps échappé même aux yeux les plus attentifs. Un examen en rayon X, réalisé bien plus tard, a révélé quelque chose que personne ne voyait à l'œil nu. Sous la couche de peinture visible aujourd'hui, se cache une première version du tableau. Dans cette version initiale, la main droite d'Olympia ne tenait aucun tissu. Elle reposait simplement sur le lit, l'index pointé vers le bas. Le châle en cachemire, posé sous elle, a été ajouté après coup, par-dessus un fond déjà terminé. Pourquoi Manet a-t-il jugé nécessaire de rajouter, presque en dernière minute, cet objet précis ? Le châle en cachemire n'est pas un simple accessoire décoratif, emprunté à la mode orientaliste des ateliers parisiens. Dans les années 1860, un châle de ce prix constitue un cadeau de mariage classique, offert aux jeunes épouses de la bourgeoisie. En le plaçant sous le corps d'une courtisane, Manet efface la frontière entre le mariage légitime et la prostitution. Les deux institutions, semble-t-il nous dire, reposent finalement sur le même échange financier. C'est un geste d'une audace rare. Suggérer que la respectabilité bourgeoise et le commerce du corps partagent la même monnaie. Arrêtez l'image sur le poignet droit. C'est là que le tableau cesse d'être seulement social et devient presque familial. Un bracelet en or, massif, avec un médaillon. On pourrait penser à un simple bijou de mise en scène, choisi pour son éclat. Ce n'est pas le cas. Ce bracelet a appartenu à la mère du peintre. Et à l'intérieur du médaillon reposait une mèche de cheveux d'enfant, les cheveux d'Édouard Manet lui-même. Un souvenir familial, intime, presque sacré, placé au poignet d'une prostituée peinte pour choquer tout Paris. Personnellement, je ne crois pas à un simple accident de mise en scène. Manet venait de perdre son père, un homme qui incarnait toute la respectabilité bourgeoise qu'il détestait. Il me semble qu'en glissant ce bijou familial au bras d'Olympia, il fait plus qu'une provocation esthétique. Il installe un morceau de sa propre enfance, de sa propre famille, au cœur même de la scène qu'il s'est voué au scandale. Comme s'il voulait dire à sa classe sociale, votre respectabilité et ce que vous méprisez viennent du même endroit. Regardez, c'est mon enfance, posez-la, sur le bras de la femme que vous refusez de regarder en face. Après ce bracelet, tout le reste du tableau change de température. La servante n'est plus un simple contraste de couleurs. Victorine n'est plus seulement un corps scandaleux. Même la lumière froide semble moins esthétique que judiciaire. Chaque détail paraît désormais poser la même question. Qu'est-ce que cette société appelle respectable et qu'est-ce qu'elle accepte de vendre ? Longtemps, on a considéré que Manet avait simplement raté sa perspective, que le corps d'Olympia manquait de volume par maladresse technique. Un critique de l'époque, Félix Deriège, écrivait qu'elle semblait avoir les articulations tellement disloquées qu'elle ne pourrait bouger ni les bras ni les jambes. Mais un examen attentif des radiographies montre autre chose. La servante, que l'on nomme Laure, était initialement peinte à l'arrière-plan avec un volume plus classique, plus proche des proportions des maîtres anciens. Manet a délibérément réduit sa silhouette, l'a aplatie, l'a fondue dans l'obscurité du fond. Ce n'était pas un manque de savoir-faire, c'était un choix, répété 2 fois sur la même toile, celui d'aplatir volontairement ce que la tradition demandait de modeler. On raconte souvent que cette femme n'était là que pour créer un contraste de couleurs, une tache sombre à côté de la peau blanche d'Olympia.
C'est l'explication qui a longtemps circulé dans les manuels. Mais des recherches plus récentes ont établi que Laure vivait réellement dans le quartier des Batignolles, non loin de l'atelier de Manet, qui la décrivait dans ses carnets comme une très belle femme noire. Elle a posé pour d'autres toiles du peintre. 15 ans après l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, Paris voit apparaître une population noire plus visible, souvent ouvrière, souvent reléguée aux marges, mais bien présente dans la modernité que Manet peint. Réduire cette femme à un simple contraste de couleurs, c'est ignorer qu'elle occupe, elle aussi, une place centrale dans cette modernité. Il y a une ironie que peu de gens connaissent et qui mérite d'être posée ici comme une énigme à part entière. La femme qui a posé pour Olympia, une jeune femme du nom de Victorine Meurant, n'était pas du tout une prostituée professionnelle. C'était une musicienne, une chanteuse de cabaret et surtout une peintre à part entière. 11 ans après le scandale d'Olympia, en 1876, le jury du salon accepte l'un de ses tableaux. La même année, celui de Manet est refusé. Celle que tout Paris a traitée de courtisane vulgaire exposait elle dans la même institution qui avait humilié son peintre. Une des idées reçues les plus tenaces sur ce tableau, c'est de croire que le corps d'Olympia relève de la simple provocation érotique sans autre profondeur. Mais un critique de l'époque, Victor de Jankovitz, a écrit que son visage semblait celui d'un être prématurément vieilli et que la couleur de sa peau évoquait les horreurs de la morgue. D'autres ont même comparé son teint à celui d'un cadavre. La lumière crue, sans dégradé, sans chaleur, transforme le lit d'amour en une sorte de table clinique. On y voit, en filigrane, une méditation sur le corps qui se dégrade, sur la marchandise humaine à l'approche de sa propre disparition. Ce n'est pas seulement une scène de séduction commerciale, c'est aussi, discrètement, une scène qui évoque la fragilité de la chair elle-même. Alors, à quoi assistons-nous vraiment, une fois toutes ces couches retirées ? Les historiens continuent de se disputer sur la réponse exacte. Pour l'un, cette toile documente la panique d'une bourgeoisie qui voit s'effondrer les frontières entre les classes, à une époque où les courtisanes s'habillent aussi richement que les épouses légitimes. Pour un autre, il ne s'agit pas d'érotisme du tout, mais d'une démonstration de pouvoir. Une femme qui contrôle entièrement l'accès à son propre corps, qui dicte les conditions de l'échange. Pour d'autres encore, la vraie clé de lecture se trouve du côté de Laure, et de la manière dont l'histoire de l'art a longtemps refusé de la voir comme autre chose qu'un simple décor. Je pense, pour ma part, que la vérité se situe quelque part entre ces lectures, et voici pourquoi. Un tableau capable de provoquer une garde armée, des attaques de parapluies et des articles enflammés ne peut pas se réduire à une seule explication. Il fallait, pour choquer autant de monde à la fois, toucher plusieurs nerfs en même temps. Une chose reste certaine. Manet a peint cette toile sans commande, sans acheteur, uniquement pour l'exposer au salon officiel de Paris, devant les mêmes familles bourgeoises qui, la nuit venue, fréquentaient discrètement les femmes qu'il représentait en plein jour. Il les a forcées à regarder en face ce qu'elles finançaient dans l'ombre. C'est peut-être là le vrai scandale. Pas la nudité, le miroir. Ils ne sauront jamais avec certitude ce qui s'est réellement joué entre Manet, Victorine et Laure durant les longues séances de pause dans l'atelier de la rue Guyot. Les adresses et les dates sont connues. Le climat exact de ces après-midi, l'expression précise que Victorine a choisi de composer face à son peintre, cela restera à jamais hors de portée. Le tableau, lui, a continué son propre chemin, bien après le scandale. Manet n'en a jamais tiré un centime de son vivant, aucun acheteur. La toile est restée dans son atelier jusqu'à sa mort, en 1883. Sa veuve en hérite. 6 ans plus tard, un collectionneur américain propose une somme importante pour l'emporter hors de France. Un autre peintre, Claude Monet, refuse de laisser partir cette toile à l'étranger. Il organise une souscription publique, sollicite ses collègues, ses amis, des mécènes et réunit 19 415 francs pour racheter le tableau à la veuve et l'offrir à l'État. Une bataille d'1 an, presque obsessionnelle, pour un tableau que la France, quelques décennies plus tôt, aurait volontiers laissé disparaître. 25 ans après le scandale, la toile rejoint le musée du Luxembourg, réservé aux artistes vivants ou récemment disparus. 42 ans après le scandale, sur l'impulsion de Georges Clemenceau, président du Conseil, Olympia entre enfin au Louvre, accroché non loin de la grande odalisque d'Ingres, la consécration officielle. 150 ans après, une chercheuse américaine, Denise Murrell, consacre toute une exposition à Laure, longtemps réduite à un simple contraste de couleurs dans les livres d'histoire de l'art. Le musée d'Orsay va jusqu'à rebaptiser temporairement le tableau du nom de cette femme, en 2019, pour lui rendre un visage et une place. Le scandale change de forme à chaque génération. Il ne s'éteint jamais tout à fait. Ce que l'on sait, avec certitude, c'est que ce bracelet, avec cette mèche d'enfant, n'a jamais quitté le tableau. Il est toujours là, aujourd'hui,
au musée d'Orsay, sur ce bras tendu, sous des milliers de regards chaque année. Et ce que ce tableau accuse, ce n'est pas seulement une femme de vendre son corps, c'est une société entière d'avoir fabriqué, avec le même matériau, le mariage respectable et le commerce qu'il prétend condamner. Si un peintre choisit de coudre un fragment de sa propre enfance au poignet de la femme la plus scandaleuse de tout Paris, que cherche-t-il vraiment à confesser? Et à qui?